Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire le décryptage de l'actualité de la semaine. Pour cette émission, nous accueillons deux invités de marque. À ma gauche, vous avez Madame Awa Traoré, Awa Chouaïdou Traoré, du journal Nouvel Horizon. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, vous avez M. Idrissa Keita, qui est un habitué. Idrissa Keita, journaliste consultant. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons débattre de deux thèmes. Il s'agit d'abord de la relecture de la charte des partis politiques et la grève du SINABEF qui est prévue demain, jeudi 17 avril 2025. D'abord, je commence par Madame Awa Traoré. Que pensez-vous de cette relecture de la charte et de la polémique surtout qu'elle a suscitée? Concernant la relecture de la charte des partis politiques, je pense que les premiers concernés eux-mêmes sont d'accord avec l'initiative qui va dans le cadre des réformes politiques qui ont été préconisées lors des assises nationales. Maintenant, le réel problème réside dans les consultations qui débutent aujourd'hui pour la phase régionale, pour prendre fin demain, et au niveau national qui sera à la fin du mois. La polémique, je pense qu'elle est tout à fait légitime parce que je pense qu'il faut revoir quelques jours en arrière avec le discours que le président du Conseil national de transition, Malick Diao, a tenu. Il a fait un discours qui a été quand même très critique envers les partis politiques. Et dans une période où on a les deux autres pays de l'AES qui sont le Niger et le Burkina Faso, qui eux sont allés vers la dissolution ou la suspension des partis politiques. Donc je comprends tout à fait que les partis politiques maliens aient cette crainte et qu'ils aient cette crainte, même si comme ils l'ont dit hier, à la différence du Niger et du Burkina Faso, au Mali, la constitution est toujours en vigueur. Et la constitution régit le multipartisme. Donc, à la rigueur, dans la pire des situations, ce qu'on peut envisager, ce serait la suspension des activités des partis politiques, comme ça a été fait il y a un an de cela. Oui. Donc, la réaction des partis politiques, à mon avis, c'est une réaction préventive. Voilà. C'est une réaction préventive, une réaction de peur. Ils ont décidé de boycotter ces assises. Je ne suis pas sûre que ça ait l'effet escompté. Et voilà. Ils disent que ce sont quand même des poids lourds de la scène politique nationale. Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils aient décidé d'adopter la politique de la chaise vide, ça va pas peser un peu sur ces concertations? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Aussi le fait que ce soit quand même une collaboratrice du groupe SICOM que je croise. Se retrouver face à face, parfois, ça stimule. Pour en revenir à la question du jour, vous savez, avec la classe politique, il y a problème. Nous sommes en début 2025, mais jusqu'à présent, l'arène politique ne s'est pas remise de deux choses. Les 3 années de persécution de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, qui a facilité à ce qu'il soit traité de tous les noms d'oiseaux, mais aussi de cette suspension des partis politiques il y a 1 an, lors justement d'un cadre de concertation, pendant le dialogue intermalien, et l'arrestation de 11 leaders qui a vraiment défrayé la chronique. Depuis là, déjà, il y avait des tensions, il y avait problème. Sans oublier que les partis régulièrement demandent toujours un retour à l'ordre constitutionnel face auquel ils n'ont aucun retour. Et donc, évidemment, la rentrée parlementaire, on va dire que le président de l'organe législatif, l'honorable Malick Diao, a beaucoup surpris, parce que vraiment, il a volé dans les plumes de l'arène politique, en disant que vraiment, ils en font un peu de trop et qu'ils jettent le discrédit sur la transition et qu'il ne laissera personne de l'arène politique déstabiliser et la transition et son épile dorsale qui est le CNT. Donc, autant de choses sortie assez vigoureuse qui intervient au moment même où on parle d'une dissolution programmée. Certains même sont jusqu'à aller à dire
que le Conseil des ministres censé se tenir la même semaine, le mercredi, a été reporté au vendredi parce que justement, ce sujet plus ou moins était sous la table et devait être instauré à l'ordre du jour. Vrai ou faux, reste que la polémique a enflé pour pouvoir arriver à ce qu'on va dire, parler de rupture. Les partis mettent en avant une chose. Dernièrement, il y a eu des rencontres, des cadres bien précis. Et cette fois, on voit des concertations faites sur la base des assises nationales de la refondation. Je pense que dans ce Mali pour chuter, avant que Mme Awa ne reprenne la parole, pour chuter rapidement, au Mali, on a tendance à faire de la répétition. Dialogue national, DNI, dialogue national inclusif, assises nationales, dialogue intermalien. Actuellement même, on est dans cette histoire de charte pour la paix et pour la réconciliation. Quand on voit le contenu, quand on voit les écoutes, quand on voit les sujets, on n'est que dans de la répétition. Et les partis ont pleinement raison de dire qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut réveiller des concertations autour des ANR alors que déjà, nous sommes déjà dans des concertations définies et précises sur la charte des partis politiques. Donc, un étonnement est venu de là, une confusion est venue de là et même une crise de confiance. Donc, c'est ce qui a fait que les partis ont vraiment décidé de suspendre leur participation et veulent même directement rencontrer le Premier ministre. Ils l'ont dit. Parce que j'oublie pas que le ministre délégué aux élections, lors de leur dernière rencontre, était allé jusqu'à dire qu'il n'y a pas de loi électorale, il n'y a même pas d'outil, en tout cas électoral, ce qui a créé un émoi. Donc, les tensions sont là. On attend de voir ce que le Premier ministre va faire et j'ose croire qu'il sera aussi un fusible, comme l'a été son prédécesseur par rapport au gouvernement, par rapport au président. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle en fait, c'est la carte maintenant, ou bien la dernière décision revient au Premier ministre pour trancher cette question? Vous êtes d'accord sur ça? Moi, je pense qu'il est un peu trop tard. Il est un peu trop tard. Oui, parce que ces concertations débutent aujourd'hui. C'est le dimanche que les partis politiques ont demandé au Premier ministre à le voir. Hier, ils ont tenu une conférence de presse et les concertations commencent aujourd'hui. Je ne vois aucun moyen de faire un retour en arrière. À la rigueur, peut-être à la fin des concertations régionales, avant les concertations nationales. Mais j'ai le fort sentiment, en fait, que la transition poursuit une ligne bien droite de laquelle personne ne pourra la dévier. Les ANR, les recommandations des ANR ont une importance capitale parce que quand on revient à ces ANR, on constate qu'il y a 3 recommandations principales concernant les partis politiques. Lesquelles? Il y a la réduction du nombre des partis, dépendamment du financement, la fin du nomadisme et la révision de la charte avec une précision de la posture de chef de file de l'opposition. Mais ça, c'était déjà dit au cours des dialogues qui ont été organisés. Ça a déjà été dit. Voilà. Donc, beaucoup plus tard, je pense que c'était en quel mois déjà? Ouais, ça a été dit lors des assises en 2021, ça a été dit lors du dialogue. Les partis politiques ont fait des propos. Et même les partis politiques, dans les récentes recommandations qu'ils ont fait, ils ont dit qu'ils sont tout à fait d'accord. Okay. Maintenant, la charte des partis politiques concerne les partis politiques. Okay. Donc, logiquement, si ça les concerne et qu'ils ont décidé, ils sont d'accord avec ce que font les autorités, dans leur entendement, les autorités devaient leur revenir pour voir avec eux, ne serait-ce que des concertations dans le but de revoir cette loi qui régit les partis politiques, ce qui n'a pas été fait. Donc, ils ont fait leurs recommandations qui apparemment ont été mises à la poubelle, je ne veux pas dire ça comme ça, mais apparemment ça a été le cas, puisqu'ils n'ont même pas été informés des concertations. Okay. Donc, avec ces assises qui arrivent, je pense qu'ils ont été visionnaires. Ils ont senti la chose venir. Parce qu'il est évident que les 3 recommandations qui ont été faites lors des assises passées, dont que eux aussi ils acceptent, qu'est-ce qui peut sortir des concertations qui vont se dérouler les jours à venir, qui va être différent de ces recommandations? Donc, il est évident que toute chose qui va sortir de ça ne sera pas forcément en leur faveur. Moi, d'accord. Est-ce qu'ils sont dans la survie, ces partis politiques, en faisant ces sorties? Probablement. Déjà, Awa a eu à dire que c'est pas possible qu'on puisse revenir en arrière
j'aimerais la rappeler qu'en politique, quand on a un arrangement politique, on revient toujours sur tout. C'est juste des arrangements et des intérêts. S'il y a un arrangement en tant que tel, ne soyons pas surpris de voir une rétroactivité ou un rétropédalage à 360 degrés. Maintenant, pour ce qui est de la question, il faut savoir que le dialogue intermalien, comment lui il est né? C'est parce qu'on avait mis fin à l'accord d'Alger, chose que l'Algérie n'a pas appréciée. On continue toujours d'être dans les incidences et les conséquences. Et on a mis en lieu et place le dialogue intermalien. Mais le cadre était quasiment défini, avoir une posologie à la malienne face aux défis multidimensionnels et à la crise sécuritaire que nous vivons. Mais qu'est-ce qu'on a vu au bout du compte? Que les colonels soient des généraux, que le colonel d'alors, désormais général d'armée, président de l'AES, Assimi Goïta, soit, comment dirais-je, candidat. D'ailleurs, je profite pour lui présenter mes condoléances pour le décès de son frère. Et ensuite, que, comment dirais-je, la transition puisse aller à 5 ans, même s'il y avait une tendance qui parlait de 10 ans. Ça est dans les conclusions, mais ça a surpris l'opinion. L'opinion a été prise de court. Je pense que quelque part, dans un contexte où mordicus, plusieurs signes indiquent une dissolution programmée, les partis n'ont pas envie d'être surpris par un autre cadre de concertation où on va les retrouver encore ce genre de choses en fait. Donc je crois que c'est par rapport à cela. À la même occasion, on va chuter. Qu'est-ce que la solution maintenant? Quelle est la solution pour sortir de cette crise? Mais pour sortir de cette crise, ça ne peut être que le dialogue. Okay. On n'a pas d'autre choix que de se retrouver autour de la table. C'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'il y a des partis de mauvaise foi. Il y a des partis dont cette situation de ni paix ni guerre arrange. Mais reste que ce n'est qu'autour du dialogue que les partis et le pouvoir pourront parler. Et je crois que le Premier ministre est de moins en moins beaucoup dans le dialogue. Il est quand même le ministre de l'administration territoriale, quand bien même qu'il a délégué quelqu'un, mais je crois que vraiment il serait temps qu'il soit dans l'arène pour qu'on puisse mettre les choses à terre. Okay. La solution, ça serait quoi? Est-ce qu'on va assister que cette situation aboutisse au pourrissement ou bien tout de suite il faut agir avant qu'il ne soit trop tard? Pour être sincère avec vous, moi je ne vois pas de... Je vais peut-être être un peu pessimiste, mais je ne vois pas d'amélioration de la situation. La solution serait peut-être effectivement le dialogue. Okay. Mais j'ai le sentiment que les autorités ne veulent pas forcément dialoguer avec les partis politiques. Tout montre ces derniers temps par leurs actes que le dialogue ne les intéresse pas. Okay. Et c'est ce que l'ADEVA a dit lorsque le parti a annoncé la conférence. On est en train d'aller vers quelque chose de très complexe pour les partis politiques. Et c'est dommage parce que au Mali, on a trop de fronts qui sont ouverts. Okay. Les autorités ont des fronts ouverts contre des prédateurs extérieurs, si je peux dire ça comme ça. Ils ont des fronts ouverts à l'intérieur. En fait, il n'y a d'accalmie nulle part. Okay. Et je pense que peut-être contrairement à l'image qu'ils ont des partis politiques, ils devraient essayer de concilier certains d'entre eux. Okay. Et si vous l'avez vu à la suite du discours du président du CNT, Malick Diaw, il y a des membres du CNT qui sont sortis aussi faire des sorties médiatiques, toujours dans le sens de la réduction ou de la dissolution des partis politiques. Et vous avez Mamadou Awa Gassama qui a clairement parlé d'une diminution, une réduction du nombre de partis politiques à un nombre restreint, je suppose à un nombre des partis qui vont dans le sens de... Donc, la solution, si je l'ai compris, passe par le dialogue, c'est ça? Inévitablement, le dialogue. D'accord. Vous gardez la parole, puisqu'on va aborder un thème tout aussi différent, parce que parlons des finances, la banque. Il y a la grève du SINABEF qui se prépare, qui s'annonce pour demain jeudi. Selon vous, ça peut être quoi? Est-ce que c'est une façon de poser une revendication sectorielle ou véritablement de donner un avertissement à la transition? Écoutez, les syndicats sont dans leurs droits. Okay.
Les syndicats sont dans leurs droits, ils se battent pour un idéal, ils se battent pour défendre leur corporation, les membres de leur corporation. Maintenant, personnellement, je pense qu'il y a des antécédents entre le SINABEF et la justice, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours eu un bras de fer. Fréquemment, on a vu que le SINABEF a eu gain de cause. Le SINABEF dit avoir 15 revendications. Mais des 15 revendications, je pense que la première, qui est relative à la détention des 2 banquiers, est la principale. Parce que c'est celle qui a déclenché, si vous voulez, le mouvement de grève qui est en cours. Et le SINABEF a toujours montré qu'il n'a pas peur d'affronter la justice. Sauf qu'on est en démocratie, on est dans un état de droit, la justice doit aussi faire son travail. Je pense qu'il est temps de couper la poire en 2. Ok, c'est-à-dire De couper la poire en 2. C'est-à-dire que le SINABEF est dans son droit. Okay. Il défend les intérêts des membres de sa corporation. Toute chose que j'aurais aimé voir au niveau de la presse. Okay. Malheureusement, pas le cas. Parce que je sais que si on avait aussi un syndicat qui était aussi fort que le SINABEF, je pense que beaucoup de choses ne seraient pas arrivées aux journalistes, là où nous sommes aujourd'hui. On dit toujours que la détention est l'exception. Voilà, la détention est l'exception. Dans le cas de figure où il y a eu des soupçons de détournement, de malversation, la justice, elle est obligée de faire son travail. Personne ne doit entraver la justice parce qu'il s'agit des deniers publics. C'est l'argent de tous les Maliens. Mais la détention aussi, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Et surtout, quand les personnes ne vont pas porter atteinte au cours de l'enquête, entraver le cours de l'enquête ou porter davantage préjudice à ce qu'ils ont fait, à mon sens, je pense qu'on peut trouver des arrangements. On est à moins de 24 heures du début de la grève. Tout n'est pas perdu. Même si le syndicat a dit le lundi qu'ils n'ont pas échangé avec la justice. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour sauver cette situation? Bon, la situation est quand même très complexe. Nous sommes dans une crise, dans un bras de fer. Encore le SINABEF avec la justice. Le contexte a changé. Avant, c'était son leader premier qui était sous les verrous. Cette fois, ce sont des cadres de banque. Mais déjà, ce que je retiens même de l'affaire en question, polémique autour de Ecobank, c'est que c'est quand même un jeu de dupes. Dans la bonne raison que l'argent en question, qui sont les fonds de l'UDM, c'est une transaction, si vous voulez, c'est un marché où il faut des autorisations, des validations. Et ces validations-là, au niveau de la banque, ont été accordées. Mais venant de qui? C'est ça la question. Parce qu'on le sait tous, on peut faire un dépôt facilement, sans trop de protocole. Mais un retrait, il y a énormément d'étapes à franchir. Et maintenant, revenons à notre sujet, parce que je pense que c'est un autre débat. Non, bon, la polémique est autour de cette question. Tout à fait, mais celui qui est mis en prison. Il y a des revendications qui sont de manière globale, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y en a 15. Et moi, je voudrais savoir, selon vous, est-ce que c'est une stratégie pour faire bouger encore la transition? Je reste formel. Celui qui est en prison sort, la situation se décante, comme ça s'est fait dans le corps de la santé. Donc, les autres revendications, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce que je vous dis. Les autres revendications, ils vont être regardants, mais c'est la détention des collègues. Là. On a vu l'exemple type avec la santé. Les collègues là sortent tout de suite. Ils parleront le même langage jusqu'à filer le parfait amour. Donc, cette situation vraiment est malheureuse. Bon, maintenant, c'est clair que dans ce contexte où déjà on tend vers dans la seconde moitié du mois, bientôt on attend les salaires, on est dans une période où les gens même ont besoin de liquide, c'est clair quand même que cette grève-là n'arrange pas. Donc, vu que néanmoins, le leader du SINABEF, il est quand même au niveau de l'UNTM l'adjoint à M. Katile, Yacouba Katile, qui lui aussi est en même temps au Conseil économique et social et un proche collaborateur du président de la transition. J'ose croire que ce lien ou ce trio-là
par ce cadre-là, ils pourront trouver une solution. Arrondir les angles. Arrondir les angles. Sinon, vraiment, la situation est délétère. Surtout que nous sommes dans un contexte où il y a trop de fronts dans une ébullition sociale que même le pouvoir n'a pas vu venir et qui a définitivement mis à terre cette rêve sociale qui est finalement morte de sa belle mort. Ok. Madame Awa Traoré, la solution serait quoi pour sortir de cette situation? Parce que ça s'accumule de grève en grève. Est-ce qu'on n'est pas en train, comme il l'a dit, hein, d'enterrer carrément le pacte de stabilité? Oui, moi je pense que, encore une fois, la solution c'est le dialogue. Okay. Il faut dialoguer, il faut trouver des points de conciliation qui ne vont pas forcément porter préjudice au bon cours de la justice et qui ne vont pas non plus porter préjudice aux syndicats. Je pense qu'il est très important. Et cette grève, si elle commence réellement demain, c'est les Maliens qui seront les premiers impactés. Les populations maliennes, et on est en guerre. Vous imaginez les répercussions, parce que ce ne sont pas que les banques qui iront en grève. Il y a des stations-service, vous imaginez le carburant. On a toutes ces transactions-là qui sont vitales dans la période où nous sommes et qui risquent de porter un coup à la transition. Ce n'est bon ni pour les autorités, ni pour les Maliens, ni pour personne. Donc il faut très vite trouver une solution aujourd'hui. Il faut trouver la solution, et ça serait quoi, selon vous? La solution, ce n'est rien d'autre que le dialogue. Hein. Donc, parce que tous ces fronts, comme je l'ai dit, montrent que le pacte de stabilité, il est quasi caduc. Il semble mort de sa belle mort. Donc, c'est de se retrouver et de remettre tout à plat. Parce que je comprends que finalement, la transition, plus ça dure, plus c'est dur et plus ça envoie de divergences à travers lesquelles ça va dans tous les sens. Ok, donc, comme vous l'avez si bien dit, la solution passe par le dialogue. J'espère que ce message qui doit l'entendre et que la solution saura être trouvée avant que cette grève ne puisse être déclenchée. Bon, sur ce, nous allons clore cette émission. Je vous remercie vraiment de votre présence, Madame Awa Traoré, du journal du quotidien, directrice de publication, rédactrice en chef du quotidien Nouvel Horizon, et Monsieur Idrissa Keita, journaliste consultant. Et collaborateur extérieur aussi, hein, à Nouvel Horizon. Extérieur. Donc, nous vous remercions vraiment pour cette émission, pour le suivi, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci.